Bonjour, bienvenue. Nous attendons quelques minutes, le temps de permettre aux personnes de nous rejoindre. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin pour le troisième webinaire du programme Pas à Pas avec Parkinson. Pour ceux qui découvriraient les webinaires pour la première fois, ça va se dérouler de la manière suivante. Il y aura un temps de présentation de nos deux intervenants que nous remercions chaleureusement. Et vous aurez après la possibilité de poser des questions pour que les intervenants puissent y apporter une réponse. Pour ce faire, vous avez en bas de votre écran un espace qui s'appelle Q&R dans lequel vous pouvez poser des questions. Vraiment, c'est plutôt cet espace à privilégier. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser l'espace discussion pour m'envoyer un message. En fonction de la question, je pourrai y répondre immédiatement ou je la rapporterai à nos intervenants pour qu'ils puissent y répondre. Donc encore bienvenue à chacun et chacune. On va laisser encore quelques minutes aux dernières personnes qui souhaiteraient nous rejoindre. Et ce webinaire sera aussi en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, il sera accessible même si vous ne pouvez pas rester toute la session. Voilà, ça a l'air de se stabiliser au niveau des personnes. Donc, encore bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. J'expliquais précédemment que si vous souhaitez nous poser des questions, en tout cas, c'est moi qui les lirai et puis je les reporterai à nos intervenants. Vous avez l'espace Q&R qui s'affiche en bas de votre écran quand vous passez votre souris. Il y a des petits icônes qui apparaissent. Et donc, vous pouvez utiliser cet espace pour poser toutes vos questions en lien avec le sujet du jour. Et donc, nous allons commencer tranquillement. Peut-être que certains nous rejoindront en cours de route. Donc, bienvenue à chacun et chacune pour ce troisième webinaire. Je vais lancer le PowerPoint. Hop là. Donc, ce sera... Voilà. Alors, est-ce que c'est le mode présentateur que vous voyez? C'est le PowerPoint. Bon. Est-ce que vous voyez une barre noire ou pas sur le côté? Ou c'est juste ma slide, Martine? Alors moi, je vois un diaporama, reprendre le diaporama, et sur la droite, Ouais, nos trois. ouais. Donc c'est Parfait. bon. Il n'y a C'est pas ça que tu de... voulais? Ouais, c'est bon. Parce que j'ai les deux écrans là. Bon, bienvenue en tout cas à ce webinaire aujourd'hui qui a pour sujet quel accompagnement après l'annonce de la maladie et on va essentiellement parler aujourd'hui du parcours de soins pour vous aider en fait après cette annonce de la maladie à vous repérer sur qu'est-ce que c'est déjà le parcours de soins et quels sont les interlocuteurs de ce parcours de soins. Et donc, on a aujourd'hui le docteur Sabine Bayen et Martine qui sont nos intervenants pour cette matinée. Donc, le programme Pas à Pas avec Parkinson propose un accompagnement individuel avec une personne qui est elle-même concernée par la maladie, qui est bénévole et accompagnée dans cette mission. Cet entretien va vous permettre de faire le point sur vos besoins et de vous orienter vers des ressources pour vous aider à vous orienter par rapport à cette première rencontre. On organise aussi des groupes de parole et des conférences spécifiques et nous avons un module d'e-learning dédié pour vous permettre aussi de vous informer sur la maladie. Pour en bénéficier, je vous mets les contacts et puis à la fin de la présentation, on vous remettra bien évidemment les contacts. Donc,
On propose aussi au niveau des comités d'autres activités qui sont extrêmement importantes, extrêmement intéressantes, avec des groupes de parole, des ateliers, des conférences et aussi des propositions pour les personnes en âge de travailler que nous appelons les cafés jeunes Parkinson. Et nous avons aussi la possibilité de vous aider à financer un soutien psychologique individuel si c'est quelque chose que vous souhaitez. Donc voilà pour vous présenter très très rapidement le programme pas à pas avec Parkinson et voici les contacts si vous souhaitez aussi en bénéficier euh, sur ces propositions. Très rapidement, je laisse la parole à nos deux intervenants que nous remercions et je vous laisse vous présenter si vous le souhaitez. Merci. Martine. Ah, oui, bonjour. Alors, je m'appelle Martine Rotz-Bayer. J'habite en Normandie et j'ai été diagnostiquée Parkinson il y a 5 ans, au moment de mon départ en retraite. Ça a été mon cadeau de départ en retraite. Et depuis 3 ans, j'adhère à l'association et j'interviens en tant que patiente ressource dans le cadre du dispositif pas à pas et dans le cadre de l'éducation thérapeutique. Donc voilà. Bonjour à tous. Merci Martine. J'ai plaisir d'être ici avec vous. Bonjour à tout le monde. Je suis Sabine Bayen. Je suis médecin généraliste installée à Guéna. C'est à 70 km en dessous de Lille. Et je suis, alors depuis 13 ans, et je suis maître de conférences universitaire au département de médecine générale de Lille. Et je travaille beaucoup avec le centre expert Parkinson du CHU de Lille. Et j'ai fait notamment ma thèse sur mieux communiquer entre acteurs du parcours de santé et avec les malades et leurs proches, bien sûr, autour de la maladie pour mieux suivre, accompagner, je préfère dire accompagner ces parcours. Tout d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par un parcours. Qu'est-ce qu'un parcours? Un parcours, c'est un chemin qu'une personne emprunte au cours de sa vie. Et cette personne peut y rencontrer des facteurs facilitants ou compliquants. Et la poursuite de ce chemin nécessite alors parfois d'adapter l'itinéraire ou, comme je dit tout à l'heure, son équipement, son chaussage, son allure de pas à pas. Et ça, c'est alors plutôt la définition sur le plan humain et sociologique. Dans le système de santé, nous entendons par un parcours un système social dynamique ouvert, avec une organisation intrinsèque et extrinsèque spécifique. C'est-à-dire, en plus simple, un parcours, ce n'est pas juste un itinéraire sur une carte ou sur une affiche ou un mémo d'un organisme, c'est un ensemble, c'est des interactions sociales avec des humains, les malades, les proches, et on va en parler, tous les acteurs du parcours qui sont là pour vous accompagner justement à ce moment-là de votre vie où vous vous trouvez avec ce diagnostic qui vous a été récemment annoncé pour certains d'entre vous. La médecine de parcours est née depuis 2010, ça fait alors plus que 13 ans maintenant qu'on travaille dans cet esprit de médecine de parcours et elle sert à justement optimiser l'accompagnement de chacun, chacune, en proposant les meilleurs soins par les bons professionnels de santé au bon moment, à la bonne personne et, ce qui est important, au plus près de chez vous. D'accord. Nous, les acteurs professionnels de parcours, les médecins, les kinés, que vous allez découvrir, on est tous là pour faire chacun de son mieux pour mieux vous accompagner dans ce parcours. Avant, c'était plus un raisonnement par organe. Tout le monde a déjà rencontré ça. Maintenant, ça va plus avec la complexité, les maladies qui se cumulent. On peut avoir la maladie de Parkinson et d'autres maladies à côté, une polyarthrite, un diabète, des maladies cancéreuses. Alors maintenant, on raisonne vraiment par personne dans sa globalité. Je vais maintenant partager l'écran, Alix. Voilà. Nous allons maintenant
s'intéresser aux 3 parcours que nous distinguons par le législateur. J'ai mis en grand écran là, en plein écran, Alix. Il Je faut que vais tu ailles en bas sur le petit mode présentation. Désolée, hein, sinon je peux pas faire comme Pas en de problème. haut. Je peux faire comme d'habitude. Ouais, si, je peux faire comme ça. Alors, ici, j'ai choisi ce schéma vraiment simple et ça a été fait avec. C'est fait par des malades en fait. Ça, c'est des malades qui, ensemble avec des professionnels de santé, créé ce schéma. J'aime bien parce que ça montre très facilement qu'est-ce qu'on entend par les 3 parcours. Alors, nous avons tout d'abord le parcours de vie. On voit ça m'enregistre, je suis désolée. Alors, pour moi, en très simple, ce parcours de vie, c'est du berceau au tombeau, d'accord? Le parcours de vie prend en compte la personne dans son environnement, son éducation, sa scolarité, son métier, ses loisirs, son travail, son logement. Le parcours de santé concerne la prévention de santé. Ça commence avec les visites du nourrisson, les vaccins au cabinet, on est tous passés par là, puis le maintien de la santé, hein, faire du sport, se baigner, se doucher, courir, prendre soin de soi, préserver sa santé. Et ensuite, nous avons le parcours de soins qui commence quand on a vraiment besoin de consulter pour un problème de santé qui peut être temporaire. Vous allez le voir après. Par exemple, un problème aigu comme une otite ou du Covid et après, pour d'autres maladies, des affections plus de longue durée. Alix, est-ce que je dois enlever mon enregistrement là en bas ou Je ne sais pas comment faire, je regarde, mais je suis désolée si ça te perturbe. C'est la Oui. première fois que j'ai ça, donc c'est les aléas du direct, je suis désolée. Alors, Au moins pour ceux qui ont mal entendu, ils ont aussi la traduction en direct. bon, alors je vais continuer pour ne pas parasiter. Après, ça ne dure pas longtemps. Voyons ici maintenant, de plus près, un parcours de vie, justement, d'une personne. Ici, c'est l'exemple d'une femme, Madame Dupont. Et j'aime bien, c'est un très vieux schéma, mais j'aime bien, ça parle à tout le monde. Et là, vous allez voir justement la complexité justement des parcours, parce que alors on a le début avec la naissance, on a la fin avec le décès, mais entre deux, il se passe tellement de choses. Et vous voyez ici, j'ai pris la métaphore de la météo. J'ai mis du soleil, des nuages et ce grand orage qui est l'annonce du diagnostic de la maladie, cette turbulence qu'on ne s'attend pas du tout parce que parfois la météo, justement, très souvent c'est imprévisible et que c'est ce qui peut être décrit par certaines patientes par la bombe qui tombe dans la vie. Ici, France Parkinson, dans la brochure, c'était l'écume qui tombe sur la tête, le sol qui se dérobe, tout ça. Moi, j'ai choisi ici la météo parce que ça donne la symbolique de l'incertitude, de l'imprévisibilité, mais aussi de l'alternance du beau temps et du mauvais temps. Parce que surtout, vous voyez, j'ai mis exprès à la fin le soleil en haut, c'est tout à fait volontaire. Après ce grand bouleversement qui est le diagnostic, il y aura le soleil qui revient. Alors là, on est tous en octobre, ici chez moi dans le nord. Voilà, il pleut Aujourd'hui, c'est beaucoup, pas mais on avait terrible. un bel été. On avait un bel été. Et gardez ça en tête que la météo change d'un moment à l'autre et du jour à l'autre, mais finit toujours par et avoir des éclaircies. C'est important pour moi de vous passer ce message. Et que nous, de mon côté, en tout cas, le médecin de famille, comme on dit dans d'autres pays, le médecin généraliste, le médecin de famille, c'est vraiment une personne ressource pour ces moments aussi de mauvais temps et parce qu'on n'a pas toujours le rendez-vous non plus avec tous les interlocuteurs au mauvais temps, au mauvais moment. Alors, et ce qui est important de voir dans ce schéma aussi, vous voyez, il y a une maladie cancéreuse, la dame, on est octobre rose, la dame, elle se fait diagnostiquer un cancer du sein après la maladie de Parkinson dans ce schéma. Alors, sachez que avec tout ce qui peut arriver sur le plan médical, après, il y a des gens qui disent, ah bah finalement, c'est plus le cancer qui me contrarie en ce moment que ma maladie de Parkinson. Alors, il y a cette notion de relativiser aussi quand le parcours est en place et quand vous êtes bien équilibré avec ou sans stratégie médicamenteuse, parce que l'activité physique, par exemple, c'est aussi un traitement complémentaire tout à fait à prendre en compte.
Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand on est sous cette tempête, sous l'orage, sous la pluie, au moment qu'on sort chez son médecin, nous savons, les médecins, nous savons que nous, le jour qu'on décide d'annoncer la maladie, alors le généraliste, le médecin généraliste en général, va émaner, on appelle ça comme ça, une hypothèse de diagnostic. Il va dire, ah, peut-être pour moi, tu as un ensemble de symptômes qui laissent penser à éventuellement la maladie de Parkinson. J'aimerais bien que tu ailles voir mon collègue neurologue pour voir ce qu'il en pense. Et il va confirmer ou non notre hypothèse de diagnostic. Hein, d'accord. Alors, c'est vrai que nous, on observe, on se dit, tiens, peut-être la prochaine fois, si ça continue de donner ces symptômes, je vais lui en parler. Alors que vous, les malades qui viennent chez nous, parfois vous venez juste pour chercher peut-être un certificat de sport ou des traitements pour une autre maladie chronique. Et là, vous prenez ça, bien sûr, en pleine figure comme le déluge de pluie sans parapluie, d'accord? Alors pour nous, c'est déjà difficile. Les mauvaises nouvelles, c'est celles que le médecin a du mal à annoncer et que le malade a du mal à entendre, forcément. Alors c'est toujours délicat, mais c'est pour ça que je vous ai fait en schéma là les petites émotions. C'est vrai que vous rentrez, tout allait bien et d'un coup, vous êtes alors comme ça complètement bouleversé. Et il se passe bien sûr là, ou peut se passer alors cette des larmes, la colère, tout ça. Et après, par contre, nous, on est là tous pour vous, et notamment des personnes lumineuses comme Martine, pour vous aider à retrouver dans le temps votre sang-froid et le sourire pour justement tous ensemble vous accompagner. C'est vraiment, on est un peu les parapluies, si vous voulez. On est les acteurs de parcours et les pères, les amis, la famille. On devrait être là comme une parapluie dans ces temps d'annonces qui sont tumultueuses. Voilà. Alors, le processus, vous avez vu avec la collègue psychologue déjà aussi, voilà, on est en bonne santé et d'un coup, tout se chamboule, la personnalité, l'identité qu'on s'était faite avant la maladie et tout est à réinventer, semble-t-il, à ce moment-là. Il faut avoir le courage et la capacité d'accueillir la maladie dans sa vie. Mais alors, n'oublions pas qu'au-delà de tous les traitements, de toutes les accompagnants, toutes les ressources et les adresses, il y a aussi beaucoup tout ce qui est personnel. Si vous avez des loisirs, des activités, gardez tout ça et surtout, et c'est ça qui va aussi vous aider à justement préserver surtout, idéalement préserver votre identité et personnalité avant la maladie. Je vous rappelle que si vous avez récemment reçu le diagnostic, c'est probablement qu'en vérité, pendant quelques années déjà, vous avez senti douter, vous avez déjà eu quelques symptômes annonciateurs qui peut-être seulement maintenant dans l'ensemble ont mené au diagnostic, mais ce n'est pas parce qu'un jour, c'est le diagnostic qui est formalisé en mots qu'on doit, je veux dire, vous êtes toujours Marie, Paul, Jacques, autant avec la maladie que avant. Ça, vraiment, ça me tient à cœur de garder ça en tête. Vous êtes toujours une personne d'abord, et on vous a alors maintenant donné ce gros défi à relever, mais on est tous là pour vous accompagner dans ces démarches. Voilà. Et ici maintenant, c'est pas à apprendre par cœur, c'est pas non plus à appréhender. Là, c'est le guide de parcours de soins par la Haute Autorité de Santé, qui est alors un guide pour chaque professionnel de santé, mais bien sûr, les malades consultent, c'est sur Internet. C'est la dernière version de 2016. Ici, vous avez les stades possibles, alors les stades incontournables de la maladie, mais je vous mets tout de suite en confiance. Je veux dire, c'est le parcours de soins, c'est alors l'évolution de la maladie dans le temps, mais l'allure du pas, si on reprend la métaphore avec le randonneur qui, avec son sac à dos maintenant très lourd, avec la maladie de Parkinson, qu'on lui a pas demandé de mettre son sac à dos, l'allure du pas et que la météo et tout ça, c'est vraiment tellement aléatoire. C'est très personnel. Hein. C'est pas une maladie de Parkinson est très très personnelle
à chacun, comme le diabète aussi. Il y a des personnes qui ont du diabète qui vont avoir des piqûres d'insuline. Il y en a d'autres qui vont juste faire attention à ce qu'ils mangent. Pourtant, ils ont tous du diabète. Alors, relativiser, quand vous lisez ce tableau, c'est vraiment un schéma qui doit guider les professionnels de santé surtout pour savoir qui fait quoi, quand et comment. Mais aussi, c'est une sécurité pour vous dire, nous sommes tous là, minimum les 8 que vous voyez ici sur le tableau. En vérité, ça peut aller jusqu'à 22, 24 interlocuteurs selon les besoins personnalisés, jusqu'au médecin de cure thermale, médecin de travail, bien sûr. C'est déjà très bien qu'ils ont mis l'assistante sociale. C'est vraiment aussi une ressource très importante. Alors surtout, sachez que vous voyez, il n'y a aucun délai. On ne peut pas dire que ça dure autant d'années et ça arrive à tout le monde, mais pas du tout. Je rappelle ici, à l'occasion aussi, que 30% de tous les malades avec la maladie de Parkinson vont, par exemple, jamais trembler. D'accord. Gardez tout ça en tête. Vous avez, votre maladie de Parkinson, plus ou moins lourd à porter dans ce sac, mais si par exemple, vous restez dans la métaphore du chemin et du randonneur, ben, parfois, il faut faire une pause. Parfois, il faut éventuellement prendre un arrêt, faire une pause, peut-être trouver d'autres choses pour mieux vivre avec la maladie. Mais voilà, c'est vraiment un tableau complètement théorique qui donne des indicateurs pour avoir une idée de combien de personnes interviennent et sont là pour vous aussi, pour vous aider. Voilà, bah, j'ai presque terminé parce qu'en fait, j'avais pas besoin de regarder mes notes. Alors maintenant, ce qui est le plus important pour moi et que je terminerai là-dessus, mais nous sommes là, Martine, et Alix et moi, pour vraiment échanger avec vous, répondre à vos questions. Cette organisation du parcours, je vous ai dit, on peut aller jusqu'à 22, 24 intervenants. Et là, ça devient vraiment un défi aussi de comment tous s'organiser pour être être là pour vous au mieux, pour justement, comme ça a été dit tout à l'heure par le législateur, pour vraiment vous proposer les meilleurs soins par les meilleures personnes au bon moment et au plus proche de chez vous. Et c'est pour ça que j'aime bien cette comparaison avec l'orchestre symphonique, parce que voilà, il y a beaucoup d'instruments qui doivent être maîtrisés par chacun. C'est pas celui qui joue le tambour, il va pas demain pouvoir remplacer le harpiste. Hein. C'est pour ça, on va en reparler, mais on s'improvise pas dans les différentes rôles et fonctions que nous avons dans le parcours pour vous aider. Mais l'idée, c'est vraiment de tous jouer au mieux, le plus fluide et harmonieux possible que pour vous, justement, pour moi, c'est vous, le chef d'orchestre, d'accord? Parce qu'il y a aussi des malades qui disent, ah bah, ok, kiné, ok, mais orthophonie, pas tout de suite, peut-être l'année prochaine. On vous tend la main, on est là pour vous et on vous accompagne au meilleur rythme, mais on est là aussi pour vous dire, bah, là, ça sera quand même vraiment important, tu vois l'orthophoniste au moins une fois pour qu'il fasse un premier bilan. Alors, ayez confiance et que c'est le parcours, le soin, l'accompagnement se doit vraiment en partenariat avec vos interlocuteurs. D'accord? C'est très important. C'est pas du haut en bas, c'est pas du paternalisme, c'est vraiment d'adulte à adulte et que nous voyons toujours ensemble avec vous qu'est-ce qui, dans ce moment de votre vie, possible pour vous et vraiment nécessaire de notre point de vue de professionnel de médical pour toujours au mieux vous aider. Alors, bah, je vous remercie pour votre attention et je suis ravie d'être là encore une fois et disponible pour vos questions. Et je m'excuse encore pour l'enregistrement en bas que j'arrive pas à défaire. Merci Alix, merci Martine. Alors, moi, en préambule, je voudrais dire que mon témoignage n'est qu'un témoignage et que l'idée forte de mon intervention à France Parkinson est que chacun a son chemin. Chacun doit trouver ses ressources en soi. Donc moi, j'ai appris la maladie de Parkinson. Effectivement, j'ai commencé à avoir des petits troubles et avec mon médecin généraliste, on commençait à chercher. Et un matin, en prenant mon petit déjeuner, je travaillais encore. C'était la journée mondiale du Parkinson. Et là, le témoignage de quelqu'un qui parlait de ses premiers symptômes
me décrivait exactement mes symptômes. Et là, j'ai compris. Donc, j'ai repris rendez-vous avec mon médecin traitant. Après, je suis allée voir une neurologue. J'ai eu la chance de rencontrer que des gens extraordinaires qui m'ont laissé le temps d'intégrer cette idée-là que je rentrais dans un statut de malade et puis pour le restant de ma vie. Donc, par exemple, pour le traitement, on a attendu une visite, j'ai demandé à avoir un délai avant de commencer le traitement. J'avais l'impression qu'il fallait que j'accepte l'idée que les traitements étaient des alliés pour moi et non pas des médicaments que je prenais contre mon avis. Donc effectivement, 3 mois après, j'ai revu le neurologue et là, on a décidé de commencer J'étais en alliance thérapeutique, en fait. J'avais trouvé un allié. Mais le travail à faire quand on doit accepter l'idée de maladie n'est pas facile, c'est sûr. Moi, j'avais par chance une expérience professionnelle avec des personnes en situation de handicap, ce qui m'avait déjà fait révéler la capacité de chacun à trouver des ressources pour avancer à son rythme, hein, selon, et découvrir des aspects de soi qu'on ne connaissait pas forcément. Parce que être malade, ça veut dire garder le cœur de sa personnalité. Parce que ça fait partie des craintes quand on vous annonce une maladie comme ça. On se dit, mais qu'est-ce que je vais être, moi, Martine, ou moi, Ginette, ou moi, Paulette, peu importe. Mais est-ce que je vais disparaître dans le néant? Est-ce que je vais être que malade? Et en fait, on s'aperçoit que non, que sa personnalité reste et on est dans l'adaptation en permanence. Voilà. Et après ce travail-là avec soi-même, je crois que c'est en plusieurs étapes, en fait. Il y a d'abord un travail avec soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire être malade? Qu'est-ce que je veux garder? Comment je vais évoluer? Mais il y a aussi être malade avec son entourage. Comment va vivre l'entourage? Et plus je vais avoir la possibilité d'expliquer et rassurer mon entourage, plus ça va bien se passer. Et là aussi, il faut rester maître de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut vraiment est-ce qu'il faut arriver à accepter l'aide des autres? Ça, c'est pas évident, hein, quand on est plutôt hyperactif, plutôt maître de toutes ses activités, accepter de demander l'aide à ses amis, à son conjoint, à son entourage, c'est pas évident. Une autre difficulté que j'ai vécue à ce moment-là, c'était de faire passer l'idée à ses propres enfants de la maladie. Parce on passe d'un statut de parents à un statut de parents malades. Donc, ça change beaucoup de choses dans les relations. Mais si on est capable d'expliquer et puis de dire ce qu'on veut comme relation, parce que quelquefois, on a un entourage qui veut nous surprotéger. Moi, j'ai vu avec mon mari, quelquefois, j'ai dit, mais non, mais laisse-moi, je vais te dire si, quand j'aurai besoin. Je crois que c'est à nous de rester maître de notre posture. Qu'est-ce qu'on veut? Euh, pour les amis, c'est pareil. Ça va dans des choses très concrètes. Par exemple, les amis vous disent, mais non, mais on va pas venir manger chez vous, on va venir, vous venez chez nous. Je dis, mais non, mais moi j'ai envie d'organiser toujours mes repas. Je vais m'y prendre autrement, je vais commencer la veille, je vais m'adapter. Ah, on est toujours dans une situation d'adaptation, mais je pense que c'est important que chacun reste, reste lui-même en fait. Il ne s'agit pas de changer complètement sa vie. Le sport, c'est vrai que la maladie de Parkinson, c'est la maladie du mouvement et que le remède à cette maladie, c'est aussi le mouvement. Donc, quelquefois, c'est difficile. Ah, on peut aller, mais il ne faut pas hésiter à aller découvrir des activités qu'on ne connaît pas. Par exemple, le ping-pong. Moi, quand j'étais ado, j'aimais bien le ping-pong, mais j'ai jamais fait de ping-pong. Et je suis allée voir l'année dernière, et en fait, ça me plaît beaucoup. Et je commence à faire du ping-pong en activité avec un entraîneur formé aux problèmes de santé. Donc, il faut toujours faire attention. Donc voilà, je pense qu'il faut pas hésiter à explorer. Mais pour ça, il faut déjà avoir accepté l'idée d'être dans une situation de malade. Il faut savoir se faire aider, il faut absolument se faire aider
on va voir après, hein, par tous les professionnels qui sont là à notre disposition. Voilà, je dirais ça. Et après, au bout de 2 ans de travail sur moi-même et puis avec mon entourage, j'ai eu envie de rencontrer des pairs, des malades aussi, parce que je savais que c'était une source d'enrichissement énorme. Et effectivement, à France Parkinson, j'ai trouvé d'abord le sérieux de l'association, hein, pour intervenir, nous former. Ça, c'était très important pour moi. Et j'ai découvert qu'entre pairs, effectivement, on pouvait aborder des sujets qu'on n'abordait pas forcément avec son entourage et ses amis, et que c'était une source d'enrichissement énorme. Et du coup, j'ai décidé de m'impliquer un peu plus. Et j'ai confirmation dans le dispositif pas à chaque entretien téléphonique. Je suis toujours éblouie par la capacité des personnes à être à la recherche de solutions et d'avancer. Je vais pas dire que la maladie nous donne un plus, mais elle nous permet aussi d'explorer des aspects de notre personnalité qu'on ne connaissait pas en fait, forcément. Voilà, donc voilà, j'ai trouvé un équilibre entre moi et mon entourage, moi et les autres maladies, et l'engagement aussi dans une association qui permet de faire mieux connaître la maladie. Parce qu'on est vraiment encore dans une maladie qui est mal connue, qui provoque quelquefois à l'annonce des représentations erronées. Et on me dit, mais non, mais toi, c'est pas ça le Parkinson. Je dis, mais si, c'est ça. On peut vivre des années très bien avec le Parkinson et il y a plein d'espoir, de recherche, d'amélioration déjà sur les symptômes. Voilà, je dirais en résumé, voilà, je crois que j'ai raconté un peu. Je suis un peu intimidée parce que c'est la première fois que j'interviens. Voilà. Merci Martine. Et qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de ton parcours de soins, justement, en écho avec ce que nous disait Sabine? Bah, moi, je crois que j'ai puisé dans mon expérience professionnelle, hein, où Mhm. j'ai été coordinatrice dans le médico-social pour des personnes qui avaient eu un AVC. Donc, je savais déjà tous les professionnels qui pouvaient nous aider. Hein, il ne faut pas hésiter. Moi, j'ai été consulter un psychologue de temps en temps, hein, pour à la fois soulager mon entourage plutôt que de me déverser mes angoisses sur mon entourage. La psychologue, eh ben, elle était là pour m'encaisser. Euh, donc ça m'a beaucoup aidée. Je me suis dit, bon, si j'ai vu pendant 40 ans des gens trouver des voies de résilience et de voies d'amélioration, moi, je vais pouvoir aussi. C'était pas, donc ça, j'avais une certaine confiance dans la capacité de l'être humain à évoluer, en fait. Donc ça m'a beaucoup aidée. Et puis voilà, j'ai découvert que mes amis restaient mes amis. J'ai découvert que mon mari restait mon mari, donc il était toujours là. Euh, Ça aussi, ça fait partie des angoisses, hein, à l'annonce, de dire mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les gens vont encore être là? Est-ce qu'on va toujours avoir une relation d'égal à égal et non pas de malade à Mhm. quelqu'un qui nous surprotège? Ah ça, moi je voulais pas ça. Donc une fois qu'on peut expliquer, je crois qu'il faut vraiment faire confiance à la parole. La Mhm. parole, même si au début on a l'impression que ça a servi à rien, on s'aperçoit que ça a servi. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter, voilà, je dirais ça. Et bah, par exemple, le ping-pong, oui, j'ai découvert. Peut-être que j'aurais jamais fait de ping-pong si j'avais pas été malade, hein. Mhm. Sinon, je continue, je suis passionnée de lecture, je faisais du yoga, je continue à faire du yoga, encore plus parce que c'est très, très important pour moi. J'aurais peut-être des petits efforts à faire sur le sport, un peu plus de sport, mais ça va venir. Voilà. Ok.
Super, merci Martine. Donc, parcours de vie est très imbriqué au parcours de soins, de ce que j'entends. Sabine, tu voulais Oui, réagir? oui, j'aimerais bien. Alors, merci beaucoup. Moi, j'ai vraiment beaucoup plaisir d'être là avec vous parce que, voilà, vous venez peut-être un peu de partout en France et que si on passe les bons messages, vous pouvez les passer de votre côté. Méthode Colibri, ça s'appelle. Merci beaucoup pour vos questions dans le chat et merci à Martine pour son témoignage authentique. Et que oui, et encore là, pour faire la boucle, vous, surtout dans les parcours qu'on a vus, restez surtout, c'est le parcours de vie. C'est la vie. Vous restez d'abord vous-même. Et je remercie beaucoup vos questions et je vais répondre, même si je sais aussi, Alix, elle répond aussi, mais là, il y a des très belles questions qui peuvent intéresser beaucoup de monde. Alors, notamment, je vais commencer par Agnès. Merci beaucoup. Tu as posé une bonne question sur notamment qu'est-ce qui est la vie professionnelle, l'activité professionnelle. Et là, c'est très important de revenir là-dessus. J'ai fait des recherches avec plusieurs malades de très différentes professions, aussi des retraités ou en début de profession. Il y a des personnes, et rappelons-nous, il y a des personnes qui ont Parkinson, mais vraiment avant 45 ans, et qui sont alors en pleine activité professionnelle. Ça me tient vraiment très à cœur d'en parler. Et bien sûr, c'est tout à fait possible. En théorie, de toute façon, tout est possible, mais j'encourage Agnès, qui a encore 10 ans à faire avant la retraite. Bien sûr, tout est possible, mais garde en tête cette métaphore de randonneur qui a pris un chemin et d'un coup, voilà, le chemin il devient peut-être plus ou moins boueux avec la pluie qui tombe. Ben, alors, soit on a mis les bottes dans le sac à dos, ben, on les sort, on met les bottes pendant quelques kilomètres et après, on peut tout à fait remettre les tongs ou les baskets quand il refait plus beau. Le travail, c'est important. Déjà, bien sûr, ça dépend de quoi, dans quel métier on se trouve. Martine, elle nous a parlé. Martine, elle a eu cette ressource d'avoir sa propre activité professionnelle qui touchait un peu à ses besoins maintenant de malade. Et du coup, j'avais pareil, j'ai des malades qui travaillent carrément dans l'activité physique adaptée pour Parkinson, où c'est vrai, c'est délicat quand même de voir, de s'occuper de quelqu'un qui est peut-être dans un stade plus avancé ou qui vit ça autrement qu'on imaginerait. Mais on peut travailler avec la maladie de Parkinson. Il y a des différentes aides possibles. Bien sûr, il faut voir justement votre médecin traitant pour voir qu'est-ce que vous souhaitez. Il y a des gens qui disent tout de suite, ah ben, je suis fatiguée, mets-moi en arrêt là, que je me retourne, surtout notamment après réception du diagnostic. Mais il y en a d'autres qui disent tout de suite, non, je ne me laisse pas abattre, j'y vais. Autant pour les maladies cancéreuses, hein, je rappelle encore Octobre Rose. Alors, nous, on est là pour vous, pour voir ça avec vous. Ça doit être une décision partagée. Je dis exprès pas médicale parce que quand on travaille, voilà, là vraiment, ça doit être une décision partagée. Il y a le mi-temps thérapeutique. Le mi-temps thérapeutique, ce n'est pas forcément du 50%. Ce n'est pas forcément qu'on travaille que le matin et puis l'après-midi. Ça dépend des entreprises, ça dépend de l'avis du médecin de travail. Est-ce qu'il y a aménagement de poste possible? On peut avoir du 80%, du 60%. On peut travailler, par exemple, j'ai rencontré des malades dans mes recherches et c'était des lourds métiers à la chaîne automobile, tout ça. Et ben en fait, cette personne avait choisi de travailler que les week-ends. Puis en plus, c'est intéressant sur le plan financier. Mais en fait, et tout le reste de la semaine, il y avait kiné, orthophoniste, repos, sport. Et ben ça, c'est une voie. D'autres ont essayé et après, dites alors plutôt prendre des arrêts. Mais le mi-temps, ça peut être une très belle option parce qu'on on a le reste du temps de s'occuper, de se reposer. Maintenant, Martine, elle a dit yoga, l'activité physique adaptée, kiné. Les employeurs sont censés de vous donner possibilité de vous absenter pendant votre temps de travail à certains. Ça se négocie tout ça. C'est vraiment beaucoup de bon sens aussi. Sachez en tout cas que la poursuite de l'activité professionnelle, c'est aussi l'insertion sociale. Ça reste l'estime professionnelle. On a vu pendant le Covid, quand ils ont parlé des métiers socialement indispensables, mais voilà, il y en a des gens qui étaient vraiment complètement mis au placard et se sentaient socialement inutiles. Et ça, c'est pas bon du tout pour le Parkinson. Il faut justement la poursuite du travail dans un environnement propice et agréable et humain aide à. C'est une forme de thérapie presque pour certains, sauf si c'est trop épuisant. En tout cas, surtout pas baisser les bras. Parfois, c'est juste une chaise, une nouvelle chaise, une souris ergonomique,
une pause plus longue ou arriver plus tard, faire la kiné avant. Alors, je crois que Sabine, la question n'était pas tellement comment concilier vie professionnelle et maladie de Ouais, Parkinson, mais plutôt, puisque c'était, il y a une autre personne qui réagit sur ça, et peut-être que là, Martine aussi, tu pourrais ouais. nous partager par rapport aux accompagnements que tu fais. La question, c'est comment concilier maladie, travail et le parcours de soins, parce que vous avez présenté beaucoup de Ouais. choses dans le parcours de soins, l'activité physique qui a à mettre en place. Donc la question est vraiment là, c'est plutôt Mm. comment concilier parcours de vie et parcours de soins finalement? Oui, oui, c'est pour ça que avec le médecin du travail, je crois que c'est l'interlocuteur principal. En fait, c'est avec lui qu'il va falloir voir la réponse du temps partiel très souvent. Hmm. Mais quelquefois, les personnes, elles ont besoin d'essayer de concilier tout. Moi, j'ai vu dans le dispositif pas à pas. Et puis, au bout d'un certain temps, ils s'aperçoivent que bah, ça peut pas tenir. Donc là, après la mise en place du mi-temps thérapeute, du temps partiel, d'un temps partiel, peu importe, mais pour pouvoir concilier le tout. Parce que si on fait 1 heure de sport tous les jours, eh ben, en plus, il faut se rappeler quand même que pour la maladie de Parkinson, on est souvent très fatigué. Donc, Mhm. on nous demande de faire plus alors qu'on est plus fatigué. Donc là, il y a une équation à régler avec le médecin du travail. Maintenant, les médecins du travail, en plus, ils sont entourés de psychologues dans leur structure. Il y a aussi beaucoup de ressources hein, dans les organismes de médecins du travail. Donc, il ne faut pas hésiter, en lien avec le médecin généraliste, d'aller consulter le médecin. Alors, la première visite, vous pouvez y aller même sans informer l'entreprise. Vous pouvez contacter directement votre médecin du travail pour avoir un premier échange. Hmm. Et concrètement, est-ce que vous auriez des peut-être conseils sur comment arriver à gérer tout ça, à jongler, pour être assez concret? Bah, moi, j'ai l'impression que la solution, c'est quand même baisser le temps du travail pour Mhm. pouvoir rester disponible pour le reste des activités et puis mettre en place le parcours de soins. Mhm. D'accord. Voilà. Ok. Mais là aussi, chacun a besoin de son temps pour lui-même arriver à comprendre que c'est nécessaire. Parce je pense qu'un médecin du travail qui lui dirait sans tester, c'est par l'expérience. Je crois faut essayer. Il faut vraiment essayer le plus de choses possibles, que ce soit les activités, le rythme de travail, les liens avec sa famille, comment on reste présent. Parce que le danger, ça peut être aussi, je me concentre que sur le travail et les activités physiques. Et après, il n'y a plus de place pour la famille. Donc, il faut arriver à trouver, c'est une recherche d'un nouvel équilibre, en fait. Donc, faut tester. Hmm. Super. Merci toutes les deux. Alors, j'ai plusieurs questions qui se rejoignent et finalement, la question par laquelle je vais vous interroger, c'est la question de rencontrer dans ce parcours de soins que vous avez présenté des professionnels qui sont formés à cette pathologie. Est-ce que c'est facile du coup de trouver des interlocuteurs formés et est-ce qu'on peut avoir des contacts de ces professionnels? Alors là, en tant que patiente, la seule chose que je pourrais dire, c'est là aussi, faut être acteur. C'est-à-dire que si vous avez rendez-vous avec un médecin spécialiste, eh ben, il faut préparer son entretien pour pouvoir poser les questions. Voilà. Et si on n'a pas préparé l'entretien, on peut être frustré parce que le médecin ou le professionnel de santé, ne connaissant pas vos attentes, ne va pas répondre. Alors que si vous arrivez avec vos questions et puis vous précisez ce que vous voulez, vous voyez bien si la relation se fait ou se fait pas. Et au pire, après plusieurs essais, si vous vous retrouvez pas, il y a possibilité de changer de professionnel. Voilà. Mhm. Mais là, je crois que France Parkinson est en train de faire un fichier avec des professionnels, euh, mais je crois qu'il est en cours d'élaboration. Alors, il est effectivement au niveau des kinés, des orthophonistes, possible de solliciter votre comité départemental ou directement le siège sur la boîte info @franceparkinson.fr. Je vous mets l'adresse
pour la liste des professionnels, sachant que voilà, c'est toujours assez limité dans les contacts que nous avons. Et je pense que le point qui est important, c'est celui que tu as soulevé, c'est aussi d'être acteur par rapport à ça et d'aller aussi contacter des professionnels, définir de manière précise. Enfin, là, je renvoie peut-être plus la balle à Sabine. Comment, du coup, on peut aussi préparer cette consultation, cette prise en charge avec le kiné ou l'orthophoniste. Oui, merci Alix. Alors déjà, moi, je suis super contente de voir aussi toutes les ressources France Parkinson. Moi, je vous conseille souvent à mes malades, en sachant qu'il y en a qui vont prendre leur temps, comme dit Martine, qui vont pas aller tout de suite sur le site, mais quand on conseille France Parkinson, je dis à mes internes aussi, je dis, bah là, vous êtes toujours sûr que comme elle a dit Martine aussi, c'est très sérieux et vraiment pour vos besoins. Alors, je soutiens complètement. Oui, préparer, c'est pour ça. Pensez à l'orchestre. Si c'est vous le chef d'orchestre, c'est un peu le binôme aussi avec votre proche, bien sûr, et votre généraliste. Préparez. Alors, préparez ce parcours. OK, vous voulez un kiné qui est formé à la maladie de Parkinson. Je sais que France Parkinson sont très investis dans la formation des professionnels aussi, mais il n'y en a pas partout. J'ai bien vu, j'ai bien pris en compte ce qui se passe dans le chat. Il n'y en a pas partout, même pour d'autres maladies. On manque cruellement d'orthophonistes. Je donne des cours aux orthophonistes. Ils viennent de toute la France à Lille. J'ai dit, installez-vous, installez-vous. Il y en a un manque. Et que parce que si on fait de la kiné, il faut bien la faire et à la bonne fréquence aussi. Hein. Si quelqu'un a besoin de faire la kiné, bah, faut vraiment la faire 2-3 fois par semaine. Et oui, pourquoi pas la demi-heure avant aller au boulot ou en revenant ou pendant la pause de midi, selon négociation en accord avec les employeurs plus ou moins commodes à accepter toutes ces choses. Bien sûr, quand on est en profession libérale, je comprends, je ne sais plus qui est profession libérale, moi, je suis en profession libérale, des pour et des contre. Si on ne travaille plus, ben, on ne gagne plus rien, mais on a quand même ce petit confort de dire peut-être déléguer ou dire allez, je commence 1 heure plus tard parce que je fais d'abord du vélo ou du sport. En tout cas, oui, Martine a tout à fait raison. Si vous avez un kiné, vous avez l'impression qu'il vous fait 3 tours de table pour. Peut-être il y a des proches ici, peut-être il n'y a pas que les malades, peut-être il y a des proches aidants qui se disent bah, le kiné passe et il fait tourner ma mère 3 tours de table, je peux le faire, quoi. Bah oui. Non, dans la kiné, vraiment, si ce n'est pas pour les kinés, si ce n'est pas du LVST, LSVT big, là, avec des grands mouvements, ouais, je comprends toujours un chiffre, une lettre, bah, il faut que ça ait du sens pour vous. Si vous êtes capable de faire du vélo, par exemple, vélo ou de la marche 40 minutes, 3 fois par semaine, mais à une bonne intensité, eh ben, ça, à la place de faire de la kiné inefficace, voilà, à vous, chacun son allure, pas à pas, selon ses possibilités. Mais préparez, oui. Avec le généraliste, pourquoi pas, parce qu'il a le répertoire des professionnels à proximité. Et parfois, il faut carrément quand même, surtout les jeunes, surtout les très jeunes, parfois, il faut peut-être avoir un avis expert, vraiment du centre expert dans les CHU les plus proches. Si c'est intéressant pour vous, on vous tend toujours la main, on négocie ça ensemble, mais chez les plus jeunes, chez les gens qui ont Parkinson avant 45 ans, c'est vraiment utile et intéressant d'avoir au moins une fois dans leur vie un expert, un avis d'expert pour parfois bénéficier des protocoles aussi de nouveaux médicaments. Voilà, mais préparez, oui. Alors préparez avec votre fiche de préparation de consultation qui est sur France Parkinson ou bien plus tard avec mon Parkinson qui est encore en fin d'études, pour l'instant confidentiel, mais ce sera sur Parkinson. L'idée, c'est vraiment optimiser votre temps de rencontre, comme c'est noté dans les brochures France Parkinson, pour ne pas sortir du cabinet. Moi, j'ai toujours du retard de toute façon, mais c'est vrai que sinon, on a en général en France entre 14 et 16 minutes de consultation. En Allemagne, c'est que 6 minutes de consultation. Il faut vous relativiser ça, hein. Ça. On peut, en 15 minutes, correctement aborder 3 thèmes vraiment choisis. Ça, c'est statistiquement prouvé. Si vous demandez 10 à chaque fois, vous allez toujours être frustré, à la fois chez le neurologue, psychologue ou chez n'importe qui. Essayez de choisir les 3 thèmes les plus prévalents, les plus importants pour vous ce jour-là, quitte à revenir dans 15 jours, quitte à revenir plus souvent. Quoi. Peut-être je me suis égarée dans la réponse. Allez, préparez pour qu'on puisse faire cette négociation ensemble, de trouver le meilleur chemin pour vous. C'est comme, je prends toujours la métaphore de la carte randonnée, quand j'ai pris au début, c'est à chaque fois quand vous voyez un professionnel du parcours, kiné, orthophoniste, n'importe,
c'est comme si entre deux, vous vous arrêtez sur votre chemin, vous prenez la carte à l'ancienne ou bien le portable, le GPS, vous regardez un peu où vous en êtes. Et est-ce qu'il faut, oui ou pas, voir peut-être un autre orthophoniste qui est plus disponible ou qui propose la visio pour ceux qui bossent. En orthophonie, depuis Covid, les orthophonistes ont pas mal développé certains suivis que pour ceux qui étaient déjà suivis en présentiel. Attention, tout ce qui est médecine, télémédecine, visio, il faut avoir une fois établi de vrais contacts humains, c'est complètement indiscutable. Mais pour ceux qui bossent, pourquoi pas, entre deux, si vous avez une demi-heure sur un déplacement et des exercices à faire possibles en visio avec l'orthophoniste, pourquoi pas? Ça fait partie de la réconciliation de travail. Ouais. Justement, par rapport à ça, dans les ressources sur la préparation de la consultation avec le kiné, il y a effectivement un livret d'activité physique qui est vendu par France Parkinson, qui peut aussi vous aider à vous donner des billes pour préparer votre consultation, pour être dans l'échange. C'est vraiment cette notion aussi d'échange avec le professionnel. Toi, Martine, par rapport à cette question de trouver des professionnels dans le parcours de soins qui soient formés à la maladie et qui soient accessibles, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ton retour d'expérience sur les accompagnements dans Pas à Pas? Moi, j'ai été très chanceuse en fait, parce que j'avais choisi un médecin traitant déjà qui était, avec qui ça fonctionnait bien, hein. On avait un bon fonctionnement. Et puis, je suis allée au centre expert de Caen. Et là, on a toutes les ressources dont on peut disposer, hein. Mhm. Effectivement, j'avais fait un bilan orthophonique, et puis j'ai un neurologue qui connaît très bien la maladie de Parkinson. Donc, Mhm. voilà. Alors justement, je rebondis parce qu'il y a une question qui vient d'arriver. Pourquoi le bilan orthophonique au moment du diagnostic? Et du coup, voilà, la question de la rééducation, que ce soit la kiné ou l'orthophonie, à quel moment on peut l'envisager? Donc voilà, deux questions. Peut-être Martine, voilà, pourquoi il y a eu ce bilan et puis à quel moment, Sabine, les malades peuvent envisager de mettre en place cette rééducation? Ben, moi, ça a été parce que le volume de ma voix commençait à baisser. C'est-à-dire que je Mhm, m'apercevais que dans les repas, par exemple, avec les copains, eh ben, j'avais plus de mal à me faire entendre. mhm. Donc, j'ai pris de ce bilan. Et pour le moment, on commence pas. Mais du coup, on a un bilan comme ça la prochaine fois. Quand j'en ferai un, on pourra comparer. Mhm. Mhm. Voilà. Je Et crois que c'est ça l'idée, hein. mhm. Merci Martine, merci beaucoup pour vos questions. Franchement, ça me plaît, c'est jamais les mêmes questions. Alors, plusieurs réponses. Tout à l'heure, je vous ai affiché le parcours théorique, complètement théorique, de l'HAS, avec toutes les possibilités de symptômes possibles dans la maladie de Parkinson. Je rappelle encore, et pour rassurer tout le monde, Ouais. une maladie de Parkinson ressemble jamais à l'autre. Elle est très, très variable d'une personne à l'autre et dans le temps. Il y a des gens qui vont jamais avoir besoin de l'orthophonie, d'accord? Mais comme elle dit Martine, on peut avoir la voix qui devient plus fluette, par exemple, ou on peut avoir parfois des troubles d'éclutation, mais vraiment, vraiment, quand c'est une maladie qui est très, très longtemps installée, et ce n'est pas non plus systématique. Mais Martine, elle a très bien dit, en fait, il est intéressant de faire un état des lieux, un peu comme la révision, quoi, dire, voilà, aujourd'hui, j'en suis où? Parce que, n'oublions pas non plus, s'il y a beaucoup de jeunes ici parmi vous, les jeunes, ils s'informent, ils écoutent peut-être plus facilement des modifications dans leur santé, il va dire, ah, je préfère vérifier. C'est la tendance, et avec la démocratie sanitaire, ils sont déjà dans cette philosophie d'être entreprenants, acteurs de leur santé. Les personnes beaucoup plus âgées, ils n'ont pas forcément ce réflexe. Il y a des gens qui disent, ah oui, je tremble, mais mon papa, ma mamie, tout le monde a tremblé. Ça ne les dérange pas, ils ne vont pas plus loin. Il y a des gens qui vont, même je leur dis, tu ne veux pas voir le neurologue, il y en a qui ne voudront peut-être pas. Mais alors, l'orthophonie, oui, c'est pour savoir où on en est et avoir un bilan de référence. Comme les jeunes et les neurologues, ils disent la baseline, quoi, la base. Mais par contre, une chose qu'on ne doit pas ignorer, c'est tout dépend du moment de l'entrée dans le parcours de soins. Il y a des gens qui se sont peut-être ignorés pendant 10-20 ans, qu'ils avaient déjà des symptômes, par exemple la constipation, les cauchemars, la dépression. En fait, ce qu'on appelle les symptômes non moteurs, qui ne sont pas visibles justement et qui ne font pas forcément mal, d'accord? Et ce sont tous des symptômes dits prodromaux
qui annonce la maladie, mais pendant des années et que c'est pas pris en compte. Et du coup, un jour, peut-être il y a un tremblement qui se rajoute et c'est là qu'on a le diagnostic, c'est-à-dire on est récemment, fraîchement diagnostiqué, mais en vérité, on est déjà malade depuis peut-être très longtemps. Et c'est parce qu'on ne peut pas savoir à quel moment vraiment ça a commencé concrètement. C'est pour ça le bilan kiné et orthophoniste très rapproché de la maladie, du diagnostic peut être intéressant. Alors, quitte à, moi je le fais maintenant systématiquement parce que je travaille beaucoup avec les neurologues et avec mes recherches, mais très souvent, du coup, je suis peut-être parfois presque trop tôt. L'orthophoniste fait une fois une exploration, un bilan, et il dit, bah, écoutez, tout va bien. Voilà. Je le vois soit dans 2-3 ans, carrément 2-3 ans, ou plus jamais, seulement si tu as besoin. Si le patient ressent le besoin. Voilà, alors qu'est-ce qui est important? Parfois, c'est par les symptômes de la voix ou de la. Une fois, c'était quelqu'un qui a fait un bégaiement. En fait, c'était une dysarthrie. Tout le monde pensait que c'était un relativement jeune. Et tout le monde pensait qu'il bégayait. Mais c'était ça, l'entrée dans la maladie, jamais tremblé. Vous voyez, c'est très, très individuel. Et juste, il y avait une question. Mas, il faut que je regarde. Avant, c'était important en lien avec ça. Bon, j'espère que ça a déjà répondu un peu à la question. Oui, et pour les gens qui sont. C'était quoi? Ah oui, 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 le graphisme, excusez-moi, l'écriture. Très intéressant. Et je vous dis, moi, ça fait 13 ans, j'ai mon cabinet, ça fait 23 ans que je fais médecine. Je ne savais pas non plus, j'ai découvert lors de mes recherches que l'écriture peut se rééduquer par l'orthophoniste, c'est l'orthophoniste en fait, l'orthophoniste, mais aussi par l'ergothérapeute, dont on parle pas vraiment beaucoup parce que c'est vrai, même si les orthophonistes, c'est déjà difficilement parfois d'accès du fait de leur rareté sur le terrain et de besoins énormes, parce qu'il ne faut pas que pour Parkinson. Mais voilà, vous pouvez faire ça avec votre orthophoniste. Et bien sûr, chez vous, pareil, un message, si vous avez besoin vraiment de kiné et d'orthophoniste, faites-le chez vous aussi. Ça suffit parfois pas juste la demi-heure tous les 15 jours. Faites chez vous des exercices maintenant. Il y a tellement de possibilités aussi numériques. Si on peut faire du graphisme sur des tablettes ou quoi, avec un stylo électronique ou quoi, si c'est plus votre mode d'action. Mais voilà, je ne vais pas parler trop non plus, j'attends Alix. Mais il y a une difficulté quand même à faire chez soi, c'est de rester constant longtemps. Motivé, ouais. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais on se démotive au bout d'un certain temps. Donc, Comme il tous faut les relancer le exercices. machine. C'est comme du devoir maison. C'est comme du devoir maison. Ça s'appelle promotion à l'auto-rééducation. Alors, beaucoup de courage, besoin de courage. Nous, les généralistes, quand est-ce qu'on voit ça? C'est que quand il y a quelqu'un qui n'est. Quand les gens, ils font parfois, en faisant le chèque, parfois, c'est là qu'on est attentif, on voit si l'écriture s'est, par exemple, modifiée là, ou quand ils font leur liste de tout ce qu'ils veulent aborder avec nous en consultation, ou leur liste voilà, de ce qu'il leur faut. Mais voilà, ce qui est important, Alix, elle a dit tout à l'heure, mais par où, par quel interlocuteur vous entrez dans le parcours de soins? Parce qu'il est possible, par exemple, une personne plus ou moins âgée qui a un diabète et qui va voir l'infirmière tous les 3 mois à domicile pour faire sa prise de sang pour le diabète. Ça peut être tout à fait l'infirmière qui dit, bah tiens, t'es tombé, vous êtes tombé, je tutoie facilement, excusez-moi, vous êtes tombé, vous avez pas bien mangé. Ça peut être l'infirmière qui vient, ou l'aide ménagère, ou l'assistante à domicile qui se rend compte des premiers symptômes et qui dit, allez voir ton médecin. Ça peut être le pharmacien, parce qu'il voit que quand il reprend son sachet, c'est moins fluide et tout ça. Et voilà, il y a différentes voies à se rendre compte. Ou bien le kiné qui vous suit pour un accident de travail, pour une raideur, je sais pas, ou après une opération de hanche, et qui est le kiné qui lui dit peut-être, bah tiens, je trouve que tu es un peu raide, allez voir, consulter. Voilà, ce sont toutes les différentes voies possibles d'entrer dans le parcours de soins. Et donc ça, c'est l'entrée dans le parcours de soins, mais finalement, la question qu'on se posait tout à l'heure, c'est est-ce que s'il y avait un ou deux interlocuteurs du parcours de soins à privilégier juste après l'annonce de la maladie, quel serait-il en fait? Parce que c'est vrai que là, on a parlé de beaucoup de professionnels, mais quel point d'entrée en fait? Je pense, sans prêcher pour ma propre discipline,
Moi, je viens d'Allemagne, hein, je vous dis ici pour l'accent, moi, je viens d'Allemagne. Dans tous les autres pays que de la France, on appelle ça le médecin de famille. Et c'est vraiment la proximité qui est illustrée par ce terme déjà. Alors, le médecin généraliste, pourquoi? Parce que souvent, il suit aussi vos enfants, vos partenaires, vos amis peut-être, et qu'il a la vue un peu l'ensemble avec vous. Ben, le seul qui a vraiment la vue l'ensemble, c'est vous, hein, je suis bien d'accord. Mais le généraliste est après ensemble avec vous. Le vrai binôme, après le diagnostic, ça doit être ça. Généraliste est malade et proche, est proche. On oublie trop souvent parler des aidants. Et après, concrètement, je pense vraiment kiné. Parce que rééducation physique adaptée, l'APA, l'activité physique adaptée, ou alors kiné, APA, tant qu'il y a du mouvement, tant que vous bougez, bah, c'est ça, c'est le premier traitement dit non médicamenteux. Et bon, je te fais confiance, Alix, pour les autres thèmes, parce que pour la formation, ça vient souvent, je te dis après. Ouais. Et puis, moi, j'aurais envie d'ajouter le psychologue s'il y a trop de souffrance. Et Mais ça, c'est une démarche tout à fait personnelle, hein. Et quelle est la différence alors entre neurologue et médecin généraliste? Qu'est-ce qu'on peut en attendre de chacun en fait finalement? Parce que c'est vrai que tous les généralistes, par définition, sont des médecins généralistes, donc la connaissance fine de la maladie pas forcément n'est pas forcément là, et c'est pas de toute façon non plus leur rôle. Hein. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce neurologue et de ce généraliste? Merci, Alix. Alors là, je me suis pressée de répondre. Alors, je vous ai donné l'exemple de l'orchestre symphonique tout à l'heure. Alors, si le neurologue, par exemple, ce sera l'harpiste et le généraliste, ce sera le piano, on va pas, je vais pas être neurologue parce que je connais très bien la maladie maintenant et que je travaille vraiment en harmonie étroitement avec les neurologues du centre expert de Lille. C'est pareil, hein, c'est pas le professeur de neurologie qui va demain aller dans mon cabinet et voir des bébés et des gens en fin de vie à domicile ou pour d'autres maladies, hein, le diabète. J'ai quelque chose à préciser. On est trop fermé dans ce terme neurologue. Ne pas chaque neurologue est spécialiste de la maladie de Parkinson. Il y a aussi ce qu'on appelle, dans le secteur 2, hein, dans les neurologues ambulatoires, il y a ce qu'on dit aussi des neurologues généralistes qui sont peut-être assez éloignés des centres experts et des CHU et qui vont gérer le tout venant pour problèmes neurologiques. Ils vont peut-être faire des EMG, des électroencéphalogrammes, suivre des épilepsies et aussi Parkinson, mais ça en fait pas de chaque neurologue installé un spécialiste de la maladie de Parkinson. Ils ont tous leur affinité ou la sclérose en plaques, tout plein de maladies. Alors, voilà, juste, il faut nuancer ça, autant que bien sûr maintenant, ce n'est pas tous les généralistes qui sont dans la matière comme moi maintenant. Et alors, pour rassurer ceux qui ont posé les questions, comment être sûr de tomber sur les bonnes professionnels, personnellement, juste ça pour vous dire, parce que j'en suis vraiment contente et fière, j'ai eu l'agrément je forme des généralistes dans toute la France maintenant au bon suivi des malades de Parkinson en lien avec les neurologues qui m'ont notamment fait un film pour faire l'examen neurologique et tout. Alors, c'est vraiment très, très bien. Et alors, qu'est-ce qu'on attend? Je reviens à la question. Qu'est-ce qui fait plus le neurologue et le généraliste? Je leur ai dit, j'ai une patiente en 2017 à Paris, à France Parkinson, une jeune patiente, elle a eu Parkinson à 34 ans. J'ai le droit de toute façon, je ne dis pas les noms, mais théoriquement, elle a dit, c'était la base de mes recherches. Elle m'a dit, Sabine, si tu fais tes recherches, fais dire à tout le monde, nous les malades, si on pouvait avoir des neurologues qui seraient un peu plus spécialistes de notre vie et les généralistes qui seraient un peu plus spécialistes de notre maladie, on serait déjà complètement gagnant. Et cette phrase, ça me donne encore des frissons, cette phrase, elle a guidé toutes mes recherches. Et voilà, je pense que ça illustre. Alors, le généraliste, il est là. Déjà, il est de proximité. Même si les rendez-vous sont longs et les généralistes sont rares, je suis dans la thématique, hein, bien sûr. C'est plus facile d'aller chez un pharmacien parce que tu passes la porte et pas rendez-vous. Mais le généraliste, elle a vu l'ensemble avec vous et il s'occupe aussi du reste de vos maladies, d'accord? Et que peut-être s'il y a un divorce en plus ou d'un enfant qui est malade. Voilà, c'est la vue d'ensemble et c'est le suivi à long terme du berceau au tombeau, comme on dit, et tous les 3 mois, idéalement, ou voire plus souvent si besoin, pour suivre le médicament, pour voir les effets indésirables. Les neurologues qui me disent, Sabine, vas-y, si tu dois passer les messages de notre côté, les neurologues, ils me disent, les généralistes, selon les neurologues, les généralistes ne sont pas juste des renouvelateurs d'ordonnances, hein, pas du tout.
c'est jamais un renouvellement, c'est une réévaluation de votre situation clinique parce qu'on peut aller mieux hein, entre-temps aussi. On peut se dire, tiens, je refais plus de sport, je vais baisser un peu. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut baisser un peu? Le neurologue, il m'a dit. Le neurologue, il nous dit des prescriptions anticipées souvent, de plus en plus. Il donne beaucoup plus de cachets et après, comme ça, on peut titrer, on dit ça, on peut jongler avec les doses pour voir au mieux au quotidien. Parce que le neurologue, souvent, vous allez avoir sur vos ordonnances 8 heures pour le Modopar, 8, midi, 16, 18, 20. Enfin, il y a des gens qui se lèvent à 10 heures, ils vont pas se lever à 8 heures juste pour prendre leur Modopar. Alors, on ajuste les horaires de prise en accord avec les malades. On poursuit justement, on surveille les effets indésirables. C'est ça. Les neurologues, ils attendent de nous beaucoup de surveiller les effets éventuellement indésirables, voire parfois vraiment importants, pour après, avec eux, voir est-ce qu'on bouge ou pas. Sinon, le neurologue, c'est 2 fois par an ou 1 fois par an, selon la gravité, selon la rapidité de l'évolution et en accord avec nous tous ensemble. Voilà, neurologue, clairement spécialiste de la maladie et des traitements à mettre en route éventuellement. Et le généraliste, nous sommes spécialistes de comment vous vivez votre maladie au quotidien. Et comme j'ai dit tout à l'heure dans la préparation, ben, si quelqu'un fait une chute ou un autre problème lié à la maladie, ben, c'est pas le neurologue qui vient à votre maison pour ceux qui sont plus âgés. Hein. C'est moi, c'est moi avec l'infirmière et au moins les internes. C'est ça, c'est vraiment la proximité, la continuité. C'est la proximité, continuité, le suivi. Et c'est nous qui vont, peut-être il faudra voir plus souvent le neurologue si on vous dit, faites confiance à votre généraliste si vous lui faites confiance. Sinon, comme Martine a dit, tous les interlocuteurs, il faut leur faire confiance. Si vous ne sentez pas le relationnel avec l'orthophoniste, le kiné, même le psychologue, bah vous tentez, voilà, il ne faut pas vous enfermer dans une relation qui ne marche pas. Si vous avez un psychologue, vous ne parlez pas, il ne va pas pouvoir vous écouter. Merci. Voilà. Et toi, Martine, ton retour sur ce sujet-là? Et j'ai découvert un métier, c'est celui de pharmacien. Moi, dans ma campagne, le pharmacien est juste à côté du bureau du médecin. Donc, s'il y a besoin, ils vont échanger. Et, par exemple, à un moment donné, moi, j'avais du mal, quand je restais debout longtemps, j'avais des problèmes de tension. Donc, elle a parlé des bas de contention. Et on en a parlé avec le médecin, il m'a fait l'ordonnance, mais c'est le pharmacien qui a pensé. Et je lui disais, mais en fait, c'est un métier que je dévalorisais un peu. Pour moi, c'était le marchand de médicaments, plutôt un commercial qu'autre chose. Et là, j'ai découvert que c'était autre chose, qu'elle avait aussi son mot à dire, sa place dans le circuit. Merci. Et toi, ton retour sur le rôle du neurologue et du généraliste? Bah, pour moi, c'est assez clair en fait. Comme je suis au centre expert, bah, j'ai mon rendez-vous avec le neurologue 2 fois par an. Mais bon, ça devient un peu compliqué parce qu'ils ont tellement de demandes que ça passe plutôt à tous les 8 mois. Et bah, le médecin généraliste, c'est entre deux. Entre deux, et puis avec une vue globale sur la situation. Mais comme je disais, je crois que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai quelquefois des témoignages où les médecins généralistes, il y a un petit mot dans la salle d'attente qui dit un symptôme, une visite. Donc ça pose, il y a quand même des petits problèmes qui commencent à émerger là-dessus sur le rôle du médecin généraliste. Enfin, je renvoie un peu la balle à Sabine parce que ça me désole, par exemple. C'est intéressant de vous voyez ça comme ça. Nous, alors, statistiquement, depuis longtemps prouvé, une bonne intervention par un professionnel de santé, mais là, en l'occurrence, pour les généralistes, il ne faudra pas dépasser les 3 demandes de symptômes. Et ce n'est pas parce que ça dure trop longtemps et du coup, qu'on ne peut pas avoir assez de monde. Ce n'est pas ça. C'est parce que si on veut bien faire et bien discuter ensemble et bien sortir avec quelque chose de correct le bon itinéraire, il ne faudra pas dépasser 3 des 2 côtés. Quoi. Il faut trouver au moins un symptôme, un motif. Il ne faut pas dire symptôme, motif de consultation. Ouais, mais après, l'idée, c'est si on a vraiment 100 000, on revient la semaine après. Moi, je revois du coup plus souvent, mais qu'on fasse correctement un truc. Le dossier MDPH pour le travail, là, notamment reconnaissance pour le travail handicapé, ça dure déjà vraiment très longtemps. Quand c'est ça,
c'est ça, quand c'est le frottis ou quand c'est, on fait aussi tout Ouais. ça, mais quand c'est, voilà, parce que le traitement, notamment, si c'est justement bien fait, si vous voulez bien avoir une bonne réévaluation de votre situation et le traitement, l'efficacité et tout, bah, ça prend déjà un quart d'heure si c'est bien fait, quoi. Mais il faut que je vois cette fiche. On a ouvert un cabinet secondaire tellement il y a de manque. Et c'est vrai que mon interne, elle m'a dit il faut mettre cette fiche, sinon on va se faire inonder. C'est maladroite la formulation de symptômes. Parce que rien que tu as une pneumopathie, bah, tu tousses, tu as de la fièvre, tu as déjà 2 symptômes et tu es fatigué. Alors ça, motif, mais c'est dans votre sens, c'est pour bien répondre. Parce D'accord. qu'au-delà, on fait de la bataille. Au-delà, c'est juste du expéditif, quoi. Ouais. Et je prends en compte. Et l'alternative, c'est quoi? Si on est justement sympa et on veut bien faire et on répond à plus que 3 motifs, mais on a 1 heure de retard et tout le monde ralance à d'attente aussi, quoi. Donc, Ouais. Ouais. Non, je comprends. et personnellement, quand j'ai quelqu'un qui a Parkinson, comme c'est vraiment mon thème de recherche depuis 7 ans maintenant, bah forcément, je prends toujours du retard parce que je veux tellement bien faire. Et après, les gens, ils sont contents, mais ceux qui n'ont pas Parkinson, ils sont encore dans la salle d'attente. Après, je fais beaucoup de domicile, mais c'est rare aussi. Je sais que c'est Ouais. particulier, mais c'est vrai qu'il faudra trouver le juste équilibre pour tout le monde. Super. Alors, merci de vos réponses sur cette question. J'en ai une autre qui me semble aussi assez intéressante de Céline. Comment être sûr de la bonne synchronisation des intervenants du parcours de soins quand une personne qui est atteinte de la maladie de Parkinson est hospitalisée pour autre chose, parce que la vie est effectivement continue. On peut avoir des hospitalisations pour tout autre sujet, et notamment avec la question du respect de la régularité des traitements anti-parkinsoniens. Donc voilà, vous parliez, enfin toutes les deux, hein, vous parlez de chef d'orchestre, d'être acteur, mais voilà, est-ce qu'on aurait des choses un peu concrètes à partager sur cette synchronisation à mettre en place? Je peux répondre et Martine, tu complètes si tu avais une expérience là-dessus. Moi, j'ai vu tout à l'heure déjà passer la question, j'ai noté tout en haut là, Céline, je te remercie pour la question. Justement, c'est un gros problème et c'est justement là qu'on voit si l'orchestre fonctionne ou pas. Parce que vous dites souvent, les gens, et dans les journaux, ça se dit la relation ville-hôpital, vous voyez. Alors, ça devra déjà s'appeler ville-hôpital-ville, parce que les gens, ils ne restent pas vivre à l'hôpital, j'espère pour la plupart d'entre eux qui retournent à leur maison. Alors, Céline, c'est quelque chose qu'on observe régulièrement et c'est clairement un défaut de communication et de confiance mutuelle. En fait, on n'a pas le droit d'amener ses propres médicaments à l'hôpital souvent. Et après, bah, parfois, c'est pas donné. Et surtout les jeunes malades, parce que les gens, ils s'imaginent pas que tu peux avoir Parkinson avant 45 ans. Alors, c'est 20% à peu près, 18-20%, c'est pas non plus négligeable. Mais on fait beaucoup de tort parfois aux jeunes parce qu'on se dit bah, ça se voit pas, c'est pas possible. Alors que, paradoxalement, ceux qui connaissent pas la maladie, bah, justement, quand on prend bien ses cachets et bien régulières et aux bonnes horaires, bah, ça se voit pas justement parce que c'est bien Ouais. maîtrisé, contrôlé. J'ai eu un médecin de travail qui a dit à mes malades, bah, pourquoi tu ne travailles pas, ça se voit pas que tu as Parkinson. Mais justement, parce que fort heureusement, il est bien équilibré, mais il est quand même fatigué. La fatigue, bah, vous le savez tous mieux que moi, mais la Ouais. fatigue, la douleur, la tristesse et tout, ben, ça ne se voit pas quand on marche si on ne tremble pas. Voilà, ça me. Alors, Céline, quand c'est comme ça, moi, personnellement, justement, quand c'est bien fait, prise en accompagnement global. Si je sais que ma patiente ou mon patient doit aller à l'hôpital, je fais une lettre. Je fais une lettre pour les médecins là-bas pour dire merci de donner, en précise, ben, voilà, ou bien je fais une lettre comme quoi il a le droit d'apporter. Finalement, ça les arrange. Certes, ça dépend des hôpitaux, attention, pas de généralité, mais j'ai maintenant des gens ils se sont fait apporter leurs médicaments par la famille et que bah, ils ont laissé faire parce que si des gens qui ont Stalevo et parfois tu dois prendre 5 fois par jour un cachet, ben, même à l'hôpital, il faut déjà organiser, quoi. Alors, c'est justement, mais merci beaucoup Céline parce que c'est comme ça, ça c'est une symphonie dissonante, hein, une symphonie qui sonne pas beau. Elle n'est pas belle parce que c'est pas joué ensemble, quoi. Voilà. Et toi, Martine, par rapport à ce sujet, est-ce que tu as des choses à proposer? Non, non, pas du tout. Des Non, témoignages, enfin des retours d'expérience
Non, parce que non, j'ai pas eu de situation concernée par ça. Donc, je vais pas me permettre de donner mon avis alors que je connais pas. Ok, ça marche. Alors, on va prendre, parce que donc, j'ai oublié de vous préciser, mais on est ensemble jusqu'à 11h30. Il y a encore deux petites questions euh, voilà, qu'on peut traiter très rapidement. Et puis, voilà, il y a une dernière remarque qui a été partagée sur laquelle je rebondirai pour nous amener aussi sur la conclusion de notre échange. Donc, rapidement, une question effectivement sur est-ce qu'il peut y avoir au fil de l'évolution de la maladie de Parkinson des difficultés en termes de mémoire? Ça, c'est peut-être du coup plus une question pour toi. Oui, moi, du coup, tu as dit toi. Alors, moi, merci pour cette question. Justement, j'ai vu ici. Alors, si vous voulez, au fur et à mesure du vieillissement, d'un parcours de vie avec ou sans maladie de Parkinson, on peut avoir des troubles cognitifs pour différentes raisons. N'oublions pas non plus qu'il y a des médicaments qui donnent des troubles de mémoire, mais tout ce qui est type somnifère et tout ça, ça peut aussi donner des choses comme ça. Mais si vous voulez quelque chose, pour le dire positivement comme ça, tout le monde peut faire quelque chose pour sa mémoire, Parkinson ou pas. Le cerveau, c'est un muscle. Le cerveau, il faut l'entretenir comme un muscle. On parle de plasticité cérébrale. Et si vous voulez vraiment faire quelque chose pour votre mémoire, il faut apprendre quelque chose de nouveau. D'accord? Alors, c'est très, très bien si vous répétez des poésies que vous aimez bien et tout. Si vous êtes comme ça, littéraire, apprenez des poésies de nouvelles poètes, poétesses, nouveaux poètes, quelque chose de nouveau. Il faut que ce soit nouveau. Si vous jouez au Candy Crush, pas faire de la pub, mais si vous jouez au jeu de 3 ou des mots croisés avec toujours les mêmes trucs qui reviennent, c'est la répétition, c'est du par cœur en fait. Si vous voulez vraiment faire quelque chose, c'est apprendre une nouvelle langue, par exemple. Je ne fais pas de pub, mais une nouvelle langue sur des applications gratuites disponibles. C'est assez ludique et c'est prouvé que ça aide. Ou des jeux de maths ou des choses, mais quelque chose de nouveau. Et la musique, pour ceux qui sont musicales, qui jouent des instruments, apprendre un instrument. Si on a le courage, le temps et les moyens qui sont nécessaires. Sinon, chanter, Oui, apprendre de nouvelles chanter. chansons, tout ce qui est Ouais. nouveau. Ça vous fait quelque chose pour votre mémoire. Ouais. Ok. Ouais. Chanter dans une chorale, c'est très agréable parce que ça allie plein de choses. Effectivement, l'apprentissage, au niveau orthophonique, c'est très bien. Et puis au niveau social, parce on n'a pas beaucoup parlé de cet aspect-là de la vie. Ce qui est très important, c'est de continuer à avoir une vie sociale développée, garder ses amis, aller toujours vers les autres, et ça, c'est très, très important. Parce qu'on est quelquefois tenté par le repli sur soi, dû au ralentissement, dû à la fatigue. Et moi, j'ai vraiment vérifié ça. C'est que plus on va vers les autres, plus on reste ouvert, plus on est confronté à échanger, à argumenter, à discuter. Et ça reste aussi vital que se muscler, ne pas perdre ses muscles. Effectivement, je dirais que le cerveau, c'est un muscle, hein, donc plus on le fait travailler, plus on crée des circuits. Puis on sait maintenant que le cerveau arrive à recréer de nouveaux circuits, donc voilà, aller vers les autres, hein, je dirais ça, et puis bouger. Tout à fait. Merci Martine. Alors, une dernière question assez pratico-pratique. Comment accéder à un rendez-vous dans un centre expert? Et peut-être nous expliquer en deux mots qu'est-ce qu'un centre expert déjà? Alors, très facilement, rapidement, pour rester dans le temps, ben justement, encore ici, c'est votre médecin généraliste. Alors, si vous ne voulez pas payer, justement, si vous voulez être remboursé de votre consultation et peut-être bénéficier d'un bon de transport pour ceux qui en ont besoin parce qu'ils ont du mal à se déplacer, c'est le médecin généraliste qui est interlocuteur pour ça, qui vous fait une lettre d'adressage. Et les centres experts, classiquement, je ne sais pas pour toute la France, sont normalement dans les centres hospitaliers universitaires, dans toutes les grandes villes où il y a une université de médecine, un hôpital universitaire, vous avez, et il existe des centres experts pour toutes les maladies, hein, il y a aussi pour la sclérose en plaques. C'est un centre expert pour une maladie spécifique, n'importe quel domaine, est composé par justement les spécialistes respectifs, c'est-à-dire des neurologues vraiment experts de la maladie de Parkinson. Ils font que ça.
ou d'autres troubles de mouvement, mais spécialisés pour ça, avec du coup tout à la pointe, quoi, les kinés formés, c'est tout. Si vous voulez, c'est un peu le centre du parcours de qui représente un peu tous les acteurs de soins formés justement à cette maladie. Maintenant, comme Martine le dit, il faut le préciser. C'est pas on ne va pas au centre expert tous les 2-3 mois comme chez le généraliste, voire plus souvent. C'est une fois par an ou 2 fois par an, ou peut-être une fois dans une vie pour avoir vraiment la grosse vue d'ensemble en détail. Et après, ils vont dire maintenant, c'est un généraliste qui continue, c'est le neurologue. Attention, n'oublions pas les neurologues de deuxième recours, dites de deuxième recours, qui ont leur cabinet libéral en soins ambulatoires. Voilà, c'est toujours vu ensemble, mais parce que comme Martine, elle a dit, les centres experts, ils sont bien sûr aussi hyper sollicités, mais voilà, ceux qui veulent quand même une fois avoir un avis pour dire peut-être ils sont bloqués dans leur suivi ou peut-être il y a autre chose, parfois c'est grâce à un passage au centre expert qu'on se rend compte que ce n'est pas la maladie de Parkinson ou quelque chose d'apparenté, qu'au début ça a évolué comme ça, mais après il y a des choses qui se rajoutent et c'est plus le même diagnostic. Voilà, en tout cas, il ne faut pas maintenant tous, je vais dire quand même, il ne faut pas tous maintenant aller au centre expert non plus, mais voilà, c'est vraiment, il faut avoir un avis très, très spécialisé pour des situations plutôt complexes. Quelqu'un qui a 85 ans, quelqu'un qui a 85 ans et qui n'a pas envie ou le courage d'aller voir même pas le neurologue, le généraliste, il peut tout à fait après le suivre parce que c'est lié comme ça tard dans le parcours de vie. Ça a été dit tout à l'heure, on peut très très bien vivre avec peu de traitement pendant très longtemps si la maladie elle évolue tout doucement. Merci. Oui. Et j'aurais envie d'ajouter quelque chose. Dans le cadre des centres experts, il y a un outil qui est très intéressant pour les personnes qui viennent d'être diagnostiquées, c'est l'éducation thérapeutique. C'est un programme qui permet aux patients de mieux connaître sa maladie et de mieux gérer sa maladie. Et, du coup, faut que juste l'éducation thérapeutique est aussi maintenant, aussi pour Parkinson, promue dans les maisons de santé pluridisciplinaires, c'est-à-dire généralistes. Tu peux avoir des maisons. Voilà, moi par exemple, j'ai le droit parce que je me suis formée à ça, j'ai aussi le droit de décliner les programmes comme ça, comme à l'hôpital, et c'est très bénéfique. Et comme ça, parfois, vous trouvez ça plus à proximité même que dans les grands centres, aussi dans les France Parkinson, bien sûr, dans les associations qui proposent ça, les maisons des aidants. France Parkinson ne propose pas d'atelier d'éducation thérapeutique du patient, mais on soutient les projets qui se développent. Soit il y a des projets effectivement au centre expert, soit au centre hospitalier, parce qu'il n'y a pas que des neurologues dans les centres experts, mais on a aussi de plus en plus, alors pas encore beaucoup de maisons de santé pluridisciplinaires, mais plutôt des centres de rééducation. Qui vont proposer des ateliers DTP. Donc, effectivement, dans le parcours de soins, c'est un incontournable, surtout au moment du diagnostic. Ça, c'est toujours important, l'éducation thérapeutique. Ça vous permet de mieux connaître la maladie pour en devenir acteur. Et c'est beaucoup basé aussi sur l'échange entre personnes, donc ce qu'on appelle la pérédance. Donc, aussi une manière de se sentir moins seul, de rencontrer d'autres personnes, de peut-être se motiver. C'est aussi un autre rapport avec les professionnels qui sont impliqués dans ces programmes. Donc, ça peut être effectivement une ressource très, très importante et très intéressante à explorer. Merci beaucoup, mesdames. Avant d'aborder un dernier sujet qui a été effectivement proposé, je voulais donc juste vous montrer la pochette parcours de soins. Hop, si j'arrive à partager mon écran. Donc, c'est tout récent, donc je voulais vraiment vous la partager. Elle est en téléchargement sur notre site. Et donc, c'est une pochette parcours de soins qui permet de retrouver un tableau qui présente les différents interlocuteurs du parcours de soins et à quel moment on peut les solliciter et pour quelle problématique. Donc là, je vous ai mis un petit exemple du visuel. Donc, je vous le partagerai dans le chat juste après parce que je n'arrive pas à voir les deux. Alors, si peut-être. Voilà, hop. Super. Donc voilà, je vous l'ai envoyé. Ça aussi, c'est un outil pour vous aider à préparer vos consultations et vous permettre
de trouver des réponses pour être le plus acteur de son parcours de soins. Euh, voilà, il y a aussi un sujet qui a été abordé d'une personne qui partage, et on le remercie pour ce partage, le fait que parfois quand on est seul, quand on vit seul, quand on n'a pas forcément un entourage très présent, c'est difficile de se battre, c'est difficile de se motiver. Et effectivement, c'est tout à fait vrai et parfois effectivement difficile. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a proposé des activités pour les personnes nouvellement diagnostiquées que je vous ai présentées au tout début. Je vous remets les contacts. On a aussi ce e-learning et puis on a une ligne d'écoute. La ligne d'écoute, elle est joignable tous les matins de 9h30 à 12h30 au 01 43 43 43 15. Et voilà, il y a aussi la possibilité de bénéficier d'un soutien financier pour l'accès à des consultations chez le psychologue. Donc parfois, voilà, trouver un soutien auprès d'un professionnel, mais aussi auprès de l'association. Moi, je vous invite vraiment à aller rencontrer le comité, à tester, à voir. Il y a différentes propositions qui sont faites, hein, à la fois des propositions d'information avec des conférences, des propositions de soutien avec les groupes de parole, mais aussi des activités un peu de loisirs ou de sport, hein. Martine nous parlait du ping-pong. Donc voilà, c'est aussi un moyen de retrouver peut-être un lien et de se sentir moins seul et qui peut-être, ça aidera cette personne qui nous partageait ça à retrouver une petite flamme pour son quotidien. Euh, voilà. Donc, pour les ressources, vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous sommes à votre disposition. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie toutes les deux pour votre intervention, Merci pour à vos toi, Alix. partages. Ouais, Euh, merci beaucoup, hein. Ouais. est-ce, est-ce que vous avez voilà, un dernier mot que vous souhaiteriez partager? Moi, j'avais une petite phrase de James Dean. C'est Ouais. puisqu'on ne peut pas changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voilures. Et voilà, tout le travail qu'on doit faire chaque jour. Et un jour, j'aimerais bien qu'on travaille sur les compétences qu'on développe en étant malade. Mhm. Mais ce sera une prochaine étape, ça. Très, Parce très que, beau sujet. ouais, Très parce beau, que être c'est très beau, malade, ça donne des frissons. Et moi, c'est pareil, j'ai vu, mais c'est anonyme. Je veux dire, je n'ai pas trouvé de qui l'a dit. En dernier mot, connaître le chemin ne dispense pas de faire le parcours, de s'y engager. Alors, ouais, voilà. Et merci vraiment encore, Alix, pour ta confiance et ton accompagnement. Bah, écoutez, merci à vous et j'espère que surtout que les personnes qui sont restées tout au long de cette session ont trouvé des réponses, des orientations. On a quelques retours voilà, de personnes qui expriment en tout cas de la gratitude. Donc merci à vous aussi d'être restés. Et puis, je vous rappelle que ce webinaire, c'est le troisième. Donc, on en a déjà deux qui sont en replay et disponibles sur notre chaîne YouTube qui traitent plutôt des aspects psychologiques et du diagnostic et qu'il y aura effectivement d'autres webinaires, comme l'a dit Martine, peut-être effectivement sur les compétences qu'on développe à l'issue de ce diagnostic. Je pense qu'on abordera aussi des sujets, voilà, parce qu'il y avait beaucoup de questions sur les traitements, sur le neurologue. Donc, voilà, c'est aussi des questions qu'on peut traiter plutôt avec d'autres professionnels, sur la kiné aussi, et puis l'orthophonie. Voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces professionnels? Donc, n'hésitez pas à rester informé sur notre page, sur la page de notre site internet Pas à pas avec Parkinson, et puis à revenir vers nous si vous avez la moindre question. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, enfin, oui, une bonne journée. Et merci beaucoup à toutes les deux pour vos interventions et pour vos retours. Merci. au revoir. Au revoir.